Bienvenue dans les lectures de Miroir Mental. On va lire aujourd'hui un livre de Alan Watts qui parle du zen. Le zen, c'est, comme il le dit lui-même, pas tellement une religion, pas tellement une philosophie, c'est plus proche de ce que nous on appelle la psychanalyse. En réalité, c'est un petit peu les trois à la fois. Mais le point commun entre le zen et la psychanalyse, c'est que les deux nous aident à transformer notre état de conscience pour qu'on soit plus proche de la vérité et qu'on soit plus à même de naviguer cette vie. Alors c'est parti. Devant une réalité aussi profondément chinoise que le zen, les problèmes de compréhension sont les mêmes pour un japonais que pour un anglais que pour un français. Car si le terme zen est d'origine japonaise, et si le Japon est aujourd'hui sa terre d'élection, le bouddhisme zen n'en demeure pas moins une création de la dynastie chinoise Tang. Ce disant, je n'entends pas reprendre le couplet habituel sur la difficulté qu'il y a à faire comprendre les subtilités d'une culture étrangère. Je veux tout simplement faire remarquer que les gens qui éprouvent le besoin impérieux de se justifier ont du mal à comprendre le point de vue de ceux qui n'ont pas ce besoin. Et que de plus, les Chinois qui ont créé le zen étaient de la famille de ce Lao Tzu, qui plusieurs siècles auparavant avait déclaré « Ceux qui se justifient sont incapables de convaincre ». Le besoin de prouver ou de se prouver que l'on a raison a toujours paru légèrement ridicule aux Chinois, lesquels, en bons confucianistes ou taoïstes, si dissemblables ces deux philosophies puissent-elles être par ailleurs, n'ont jamais manqué d'apprécier les hommes qui, entre guillemets, ne font pas d'histoire. Pour Confucius, mieux valait se montrer humain plutôt que juste. Et pour les grands maîtres du Tao, Lao Tzu et Chuang Tzu, il allait de soi que l'on ne peut avoir raison sans simultanément avoir tort, l'un et l'autre étant inséparables. Chuang Tzu disait « Ceux qui voudraient un bon gouvernement sans sa contrepartie de désordre, et la justice sans sa contrepartie d'injustice, ceux-là ne comprennent rien au principe de l'univers. » Ces paroles pourront paraître cyniques à des occidentaux, et l'admiration professée par les confucianistes pour la modération et le compromis risque de passer pour un manque de principe et de fibre morale. En réalité, cela atteste d'une compréhension et un respect admirable de ce que nous appelons l'équilibre naturel, humain ou autre. Une vision universelle de la vie comme Tao ou voie naturelle, selon laquelle bien et mal, création et destruction, sagesse et folie sont les pôles indissociables de l'existence. Le Tao, nous dit Chong Wung, est ce qu'on ne peut pas écarter. Ce dont on peut s'écarter n'est pas le Tao. C'est pourquoi la sagesse ne consiste pas tant à séparer de force le bien et le mal qu'à apprendre à les chevaucher. De même qu'un bouchon suit les crêtes et les creux des vagues, foncièrement, la Chine fait confiance au mélange de bien et de mal inhérent à la nature humaine. Attitude particulièrement scandaleuse pour ceux que leur éducation judéo-chrétienne a affligés d'une mauvaise conscience chronique. Il est pourtant toujours paru évident aux Chinois qu'un homme qui se méfiait de lui-même ne pouvait a fortiori pas avoir confiance en sa méfiance et était par conséquent promis à une irrémédiable confusion. Le malaise profond du japonais, qui vaut bien celui de l'occidental, provient d'une autre origine, à savoir un sens du déshonneur social aussi aigu que notre sens plus physique du péché. Ceci s'est avéré plus particulièrement vrai pour la classe la plus attirée par le zen, la classe des samouraïs. Ruth Benedict a, me semble-t-il, raison d'avancer dans son ouvrage Sabre et Chrysanthème que l'attrait du zen sur les samouraïs s'explique parce qu'ils y trouvaient un remède aux contraintes extrêmement pesantes léguées aux jeunes par l'éducation. Un aspect essentiel de cette éducation se retrouve dans ce besoin impérieux qu'ont les Japonais de se dépasser. Besoin qui transforme le moindre métier ou art en une interminable épreuve de discipline personnelle. Bien que la séduction du zen tint à la possibilité qu'il offrait de se libérer de ses contraintes,
la version japonaise du zen combattit le feu par le feu, dépassant la position du moi spectateur de lui-même dans une tension conduisant à sa désintégration. On mesura la distance qui sépare la règle des monastères zen japonais de ces paroles du grand maître Chang Linchi. Dans le bouddhisme, il n'y a pas lieu de faire effort. Sois ordinaire et tu ne te distingues pas. Mange ce que tu dois manger, relâche ton ventre, soulage ta vessie, et quand tu es fatigué, va t'allonger. L'ignorant se moquera de toi, mais le sage comprendra ses paroles. Pourtant, l'esprit de ces propos n'est pas moins éloigné du zen occidental, qui entend faire usage de cette philosophie afin de légitimer sa conception très défensive de la bohème. Il existe une explication à l'extraordinaire intérêt suscité par le zen en Occident au cours des 20 dernières années. L'attrait des techniques artistiques zen sur la modernité occidentale, l'œuvre de Suzuki, la guerre avec le Japon, l'excitation de la curiosité pour les histoires zen, ainsi que l'attrait présenté par une philosophie non conceptuelle et expérimentale dans le contexte d'un relativisme scientifique sont autant de raisons. On pourrait encore parler des affinités liant le zen à certains courants aussi purement occidentaux que la philosophie de Wittgenstein, l'existentialisme, la sémantique générale, la métalinguistique ou bien certaines tendances de la philosophie des sciences et de la psychothérapie. Toujours à l'arrière-plan se lit cette insatisfaction diffuse où nous laisse le caractère artificiel, antinaturel d'un christianisme à la cosmologie reposant sur un ordre politique et d'une technologie qui étend sa mécanisation impérialiste sur un monde où l'homme se sent aliéné. Car tous deux présupposent une psychologie dans laquelle l'homme est identifié à la volonté consciente et intelligente et se tient à l'écart de la nature pour mieux la contrôler. Tel ce Dieu architecte sur le modèle duquel s'est formée cette conception de l'homme, notre inquiétude provient du sentiment que nos efforts pour maîtriser le monde de l'extérieur nous entraînent dans un cercle vicieux et infernal, nous condamnant à perpétuellement contrôler nos moyens de contrôle, à surveiller nos opérations de surveillance, et ceci à l'infini. L'occidental, à la recherche d'une réconciliation entre l'homme et la nature, éprouve beaucoup plus qu'un simple attrait sentimental pour le naturalisme zen. Pour les paysagistes de Mayan et de Seishu, pour un art tout à la fois spirituel et profane, qui exprime le religieux en termes naturels, et ne conçoit pas une seconde qu'il puisse exister un divorce entre ces plans. Ce que cet art nous communique, c'est un sens de la totalité, impression profondément rafraîchissante pour une culture tragiquement déchirée entre le spirituel et le matériel, le conscient et l'inconscient. C'est pour cela que l'humanisme chinois et le naturalisme zen nous intriguent davantage que le bouddhisme ou le védantisme indien. Ces deux religions ont également leurs disciples en Occident, mais leurs fidèles semblent être pour la plupart des chrétiens dévoyés, en quête d'une philosophie plus apte que le surnaturalisme chrétien à les mettre sur la route d'un merveilleux d'essence chrétienne. L'homme idéal du bouddhisme indien est, de toute évidence, un surhomme, un yogi, possédant une maîtrise absolue de sa propre nature, image s'accordant tout à fait avec ces êtres supérieurs que nous présente la science-fiction. Tandis que le Bouddha, ou l'homme réveillé du zen chinois, est un homme tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Un être doué d'humour, à l'image de ces clochards zen, dont Muichi et Liang Kai nous ont laissé le portrait. C'est cela qui est séduisant, car c'est la première fois que nous est montré un modèle de sainteté et de sagesse qui ne soit pas inaccessible, qui ne soit pas surhumain, mais pleinement humain, et qui, surtout, ne nous donne pas l'image d'un ascétisme pontifiant et asexué. Et puis, dans le zen, l'expérience du satori, ou éveil à l'union originelle avec l'univers, semble toujours sur le point de se produire, même si c'est une illusion. Il arrive même que l'on rencontre des personnages ayant vécu cette expérience sans être pour autant demeurés de mystérieux occultistes
cachés au fin fond de l'Himalaya ou des yogis décharnés, cloîtrés dans leurs ashrams. Ce sont des gens comme vous et moi, et cependant beaucoup plus à l'aise que vous et moi sur cette terre, flottant beaucoup plus facilement sur l'océan de l'éphémère et de l'insécurité. Je crois surtout que le zen attire nombreux citoyens de l'Occident post-chrétien parce qu'il ne prêche, ni ne moralise, ni ne fustige à la manière du prophétisme judéo-chrétien. Le bouddhisme ne nie pas qu'il existe une sphère relativement restreinte dans les limites de laquelle la vie de l'homme ne peut être enrichie par l'art et la science, la raison et la bonne volonté. Toutefois, malgré son importance, cette sphère d'activité n'en demeure pas moins soumise pour lui à la sphère relativement infinie au sein de laquelle les choses sont, ont toujours été et resteront toujours ce qu'elles sont. C'est-à-dire une sphère complètement située en dehors des catégories du bien et du mal, de la réussite et de l'échec, de la santé et de la maladie des individus. D'un côté, il y a donc la sphère du grand univers. Quand nous y plongeons notre regard, la nuit, nous ne faisons pas de distinction entre les étoiles vraies ou fausses, constellations bien ou mal ordonnées. Il y a par nature des étoiles grandes et petites, brillantes et obscures. Pourtant, le tout compose un spectacle grandiose et merveilleux qui nous fait parfois frissonner de terreur. D'un autre côté, il y a la sphère de la vie humaine et de la vie de tous les jours, que nous pourrions appeler la sphère existentielle. Car il existe un point où les affaires humaines apparaissent aussi éloignées du vrai et du faux que le sont les étoiles, et d'où nos actes, expériences et sentiments ne peuvent guère être mieux distingués que les creux et les sommets d'une chaîne de montagnes. Bien qu'il se situe au-delà de toute appréciation morale et sociale, ce plan de la vie humaine présente un aspect tout aussi merveilleux et insolite que le grand univers lui-même. C'est une impression qui devient particulièrement sensible lorsque l'individu essaie de sonder son moi profond, d'atteindre les ressorts secrets de ses actes et de sa conscience. Car c'est à ce niveau qu'il découvre une part de lui-même, la plus vaste et la plus intime, qui lui est étrangère et échappe à son entendement comme à sa maîtrise. Si bizarre que cela puisse paraître, le moi se rend compte de son propre centre et sa propre nature se situe au-delà de lui-même. Plus j'avance profondément en moi, et plus je m'éloigne de moi sans cesser pour autant d'atteindre mon propre cœur. C'est à cette profondeur que je découvre le fonctionnement libre, spontané de mes propres mécanismes, semblables aux révolutions des corps célestes et au glissement des nuages. Si étrange et lointain que puisse d'abord m'apparaître cet aspect de moi-même, je me rends vite compte qu'il m'est effectivement bien plus propre que ne l'est mon moi superficiel. À ce stade, il n'est même plus question de déterminisme ni de fatalisme, car personne n'est alors plus agi ni déterminé. Il n'est d'aucune action dont ce jeu profond ne soit le sujet. La configuration de mon système nerveux, comme la configuration des étoiles, est production spontanée, et c'est elle qui constitue le moi réel. Lorsque je me place de ce point de vue, et c'est là que le langage trahit singulièrement ses limites, je me rends compte que mes actes et mes sentiments, tout en étant libres, ne peuvent plus manquer d'être vrais, au sens où l'on dit que les étoiles figurent toujours à leur vraie place. Comme le dit Tsang Yen, pourquoi avoir besoin de l'artifice d'une discipline, puisque le moindre de mes mouvements révèle l'ancien Dao. À ce stade, la vie humaine échappe à l'inquiétude car elle ne peut plus faire erreur. Si je vis, je vis. Si je meurs, je meurs. Si je souffre, je souffre. Si je suis effrayé, je suis effrayé. Et tout cela ne constitue pas un problème. Un maître zen à qui on demandait un jour « Il fait horriblement chaud, comment allons-nous échapper à la chaleur ?» répondit « Pourquoi ne nous rendrions pas là où il fait ni froid ni chaud ?» De quel endroit s'agit-il ? L'été, nous transpirons, l'hiver, nous frissonnons. Dans le zen, la mort n'inspire pas plus de sentiments de culpabilité que n'en inspire la peur ou la crainte de la chaleur. Mais par ailleurs, le zen ne cherche pas à imposer ce point de vue à tout prix, ni ne le prêche comme un idéal,
car si vous ne comprenez pas, il sera de votre impuissance à le comprendre. Sans étoiles faibles, il n'y aurait pas d'étoiles brillantes, et sans ténèbres ambiants, il n'y aurait pas d'étoiles du tout. L'univers judéo-chrétien est un univers dans lequel l'impatience morale, le souci d'avoir raison, enveloppe et imprègne tout. Dieu, l'absolu même, se situe dans le bien face au mal. Aussi l'immortalité ou l'erreur donne-t-elle le sentiment d'être exclu non seulement de la société des hommes, mais encore de l'existence, des sources profondes de la vie. L'erreur donne ainsi naissance à une angoisse métaphysique et à un sentiment de culpabilité, voire de damnation éternelle, totalement disproportionné à la nature du crime. Cette angoisse est si insoutenable qu'elle ne peut finalement aboutir qu'au rejet de Dieu et de ses lois universelles. Comme il s'est produit avec le phénomène moderne du laïcisme, du matérialisme et du naturalisme, la moralité absolue est profondément négatrice de la moralité, car les sanctions dont elle frappe le mal sont beaucoup trop sévères. En d'autres termes, on ne guérit pas un mal de tête en coupant la tête. L'attrait du zen et d'autres formes de philosophie orientale tient à ce qui s'y découvre, par-delà les instances immédiates du bien et du mal. Une vaste contrée où le moi n'est plus condamné à la culpabilité ou à la récrimination, où enfin il ne se distingue plus de Dieu. Mais l'occidental que le zen séduit et qui désire le comprendre pleinement doit faire preuve d'une qualité indispensable. Il lui faut avoir une connaissance exacte de sa propre culture afin de n'être plus inconsciemment soumis à ses postulats. Il lui faut avoir fait sa paix avec Yahvé et ses consciences judéo-chrétiennes, et être en mesure d'afficher une indifférence libre de crainte ou de révolte. Il doit s'être délivré du besoin malsain de se justifier. Faute de ces conditions, son zen sera soit beat, battu, soit square, rigide, soit révolté contre une culture et un ordre social. Car le zen signifie avant tout libération de l'esprit vis-à-vis des conventions, et ce qui est totalement différent aussi bien d'une révolte contre les conventions que de l'adoption de conventions étrangères. Pour être bref, la réflexion traditionnelle pratique la confusion de l'univers naturel et concret avec les concepts, les phénomènes et les valeurs du symbolisme linguistique et culturel. En revanche, dans le taoïsme et dans le zen, le monde apparaît comme un champ ou continuum de relations étroitement dépendantes dont aucune partie ne saurait être distinguée des autres ni jugée plus ou moins valable que les autres. C'est ce que voulait dire Yin Yang dans le 6e patriarche lorsqu'il avançait que, au fond, rien n'existe. Se rendant compte que les choses sont des fonctions et non des identités, qui existent dans le monde abstrait de la pensée et non pas dans l'univers concret de la nature. Quiconque comprend ou sent qu'il est réellement ainsi n'a pas la prétention d'être un moi, sauf par définition. Il sait que son moi correspond à son masque ou rôle dans la société. Cet ensemble plus ou moins arbitraire d'expériences qu'on lui a appris à reconnaître comme composant son identité. Pourquoi par exemple dit-on « je pense » plutôt que « je me frappe le cœur ». Ayant compris cela, il continue de jouer son rôle social sans en être dupe. Il ne se hâte pas d'adopter un nouveau rôle ou de jouer à celui qui n'a pas de rôle. Il est juste détaché. Tel que j'entends l'esprit beat, battu, est quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup moins précis que l'atmosphère hipster de New York et de San Francisco. C'est le refus de participer au mode de vie américain, prôné par la jeune génération. Soit encore une révolte qui ne cherche pas tant à modifier l'ordre existant qu'à lui tourner le dos pour découvrir la signification de l'existence dans l'expérience subjective, plutôt que dans les réalisations objectives. Cette mentalité s'oppose à la tradition altruiste qui se laisse prendre au piège des conventions sociales sans voir qu'il existe une corrélation entre le vrai et le faux. Une complémentarité nécessaire
entre le capitalisme et le communisme, une identité secrète entre le puritanisme et la luxure, ou bien encore une alliance entre les églises et les organisations criminelles dans le maintien des lois contre le jeu. Le zen battu est un phénomène complexe qui recouvre aussi bien des emprunts qui sont faits au zen pour légitimer de pures fantaisies dans le domaine de l'art, de la littérature ou de la vie, que le type de critique sociale virulente, de profonde compréhension de l'univers que l'on rencontre dans la poésie de Ginsberg, de Wallen et de Snyder, ou plus épisodiquement chez Kerouac, lequel se montre toujours un peu trop personnel, trop subjectif, trop vibrant pour avoir la saveur du zen. Lorsque Kerouac énonce sa conclusion philosophique, « Je ne sais rien, je m'en fiche et cela n'a pas d'importance », il se trahit, car ses paroles vibrent d'une agressivité toute défensive. Or, c'est parce qu'il se situe sincèrement par-delà ses conventions et les valeurs que le zen n'éprouve pas, le besoin de dire qu'il s'en fiche complètement, ni de souligner avec insistance que tout se vaut. Certes, c'est une situation essentielle du zen qu'il existe un point de vue ultime, d'où il apparaît que tout se vaut. Suivant les paroles célèbres du maître Yunmen, chaque journée est bonne. Ou encore comme il est dit dans le In Sing Ming, si vous voulez savoir la vérité nue, ne vous souciez pas du vrai et du faux. Le conflit entre le vrai et le faux est la maladie de l'esprit. Mais ce point de vue ne supprime pas agressivement la possibilité d'opérer des distinctions entre le vrai et le faux sur d'autres plans et à l'intérieur de domaines plus étroits. Le monde apparaît dégagé des catégories du vrai et du faux quand il n'est pas pris dans un cadre, c'est-à-dire quand nous n'examinons pas une situation précise pour elle-même, indépendamment du reste de l'univers. Dans la pièce où nous sommes, il existe une différence évidente entre le haut et le bas. Dans l'espace interstellaire, il n'y en a plus. À l'intérieur des limites conventionnelles d'une communauté humaine, il existe des distinctions nettes entre le bien et le mal. Mais elles disparaissent lorsque les affaires humaines sont envisagées comme partie intégrante du domaine entier de la nature. Le moindre cadre de travail définit un champ restreint de relations et restrictions est synonyme de règles. Prenons l'exemple d'un photographe de talent. S'il vise avec son appareil la première scène ou le premier objet venu, il réalisera une superbe composition par le seul effet du cadrage et de l'éclairage. Un photographe sans talent, essayant la même chose, ne réalisera rien de valable, car il ne saura pas faire le cadrage, établir une relation entre le contour et le contenu de l'image. Ceci montre amplement que dès que nous introduisons un cadre, il n'est plus vrai que tout se vaut. Or, toute œuvre d'art implique un cadre. C'est précisément le cadre qui définit le tableau, le poème, le morceau de musique, la pièce de théâtre, le ballet, la sculpture et les distingue du reste du monde. Certains artistes peuvent bien prétendre refuser que leur œuvre se distingue du reste de l'univers, mais alors qu'ils ne les produisent pas dans le cadre de galeries ou de salles de concert. Ils devraient surtout s'abstenir de les signer ou de les vendre, car c'est tout aussi immoral que de vendre la lune ou de mettre sa signature sur une montagne. L'artiste n'est pas excusable dans pareil cas que s'il sait ce qu'il fait et se félicite secrètement non pas d'être un poète ou peintre, mais d'être un escroc habile. Il n'y a que les galopins et les touristes vulgaires pour graver leurs initiales sur les arbres. Il existe aujourd'hui des artistes occidentaux qui justifient sans vergogne par le zen les cadrages les plus arbitraires et les plus quelconques. Toile blanche, musique totalement silencieuse, petits bouts de papier déchiré qu'on laisse tomber sur une planche où ils viennent se coller, masse hirsute de fils de fer broyés. L'œuvre du compositeur John Cage est assez représentative de cette tendance. C'est ainsi que, se réclamant du zen, il a abandonné la voix prometteuse de ses premières œuvres écrites pour piano préparé, afin de soumettre les salles à un vacarme de bruits disparates émis simultanément par 8 magnétophones. Certes, c'est un exercice thérapeutique très valable de se vouloir disponible pour le premier spectacle ou le premier son venu.
Ne serait-ce que parce que l'esprit est ainsi mieux averti des merveilleuses facultés que sont l'ouïe et la vue, et qu'ensuite la volonté profonde d'admirer ou d'écouter quoi que ce soit délivre l'esprit de ses préjugés sur la beauté, laissant pour ainsi dire le champ libre à l'émergence de formes et relations nouvelles. Mais il s'agit alors de thérapie et non plus d'art. Nous voilà descendus au niveau des libres associations opérées par le patient sur le divan de l'analyste, qui ont assurément leur importance dans le cadre de la thérapie, sans que pour autant la psychanalyse prétende aucunement les substituer à l'art de la conversation ou de la littérature. L'œuvre de Cage pourrait se justifier si il la présentait dans le cadre d'une séance d'audiothérapie collective, mais en tant que concert, elle est tout simplement absurde. Il faut espérer cependant que lorsqu'il aura, par cette écoute, libéré son esprit du plagiat des formes passées qui entravent presque inévitablement tout compositeur, Cage donnera ses formes et ses relations musicales nouvelles qu'il n'a pas encore créées. Tout comme le photographe de talent nous étonne souvent par ses cadrages et éclairages des sujets les plus inattendus, certains peintres et écrivains occidentaux, mais aussi du Japon contemporain, sont passés maîtres dans l'art authentiquement zen du contrôle des accidents. À l'origine, cet art prit naissance en Extrême-Orient dans le goût manifesté pour les traits de pinceau irréguliers en peinture et en calligraphie, ainsi que dans les accidents qui affectaient le vernissage des bois destinés à la cérémonie du thé. Entre autres exemples célèbres illustrant ce genre de choses, on retiendra l'accident survenu à une magnifique boîte à thé appartenant à un vieux maître du thé japonais. La boîte brisée, on recolla les fragments avec un alliage d'or et le vieux maître eut la surprise de constater que le réseau régulier des minces lignes d'or accroissait la beauté de l'objet. Il ne faut cependant pas oublier qu'il s'agissait là d'un objet trouvé, d'un produit accidentel sélectionné par un homme au goût raffiné et bénéficiant du prix que l'on accordait à une pierre superbe ou à un morceau de bois flotté qu'on exposerait. Dans l'art d'inspiration zen de Bonsky, où tracer des jardins de rocailles, les pierres sont choisies avec un soin particulier. Et ce n'est pas parce qu'elle n'aura jamais été modifiée par une main d'homme que la première vieille pierre venue conviendra. D'ailleurs, en calligraphie, en peinture et en poterie, les bavures accidentelles du vernis ou les irrégularités du pinceau n'étaient jamais retenues par les artistes, que si elles leur apparaissaient comme des réussites heureuses et inattendues dans le contexte de l'œuvre entière. Quels critères gouvernaient leur jugement ? Pourquoi certains effets du hasard en peinture ont-ils la même beauté que la forme accidentelle des nuages ? Pour la sensibilité zen, il n'existe pas de règle précise, c'est-à-dire aucune règle qui soit susceptible d'être formulée ou enseignée systématiquement. En revanche, il existe un principe d'ordre qui, en philosophie chinoise, se nomme Li, et que le Joseph Needham a traduit par plan organique. À l'origine, Li désignait les veines du jade, le grain du bois et la fibre des muscles, c'est-à-dire un type d'ordre composé de trop de dimensions multiples, trop de relations complexes et trop d'énergie nouée pour être saisi par des mots ou par des clichés. L'artiste doit connaître d'instinct ce principe, tout comme il sait se coiffer. Il saura le reproduire indéfiniment sans jamais pouvoir l'expliquer. Dans la philosophie du Tao, ce principe porte le nom de Te, ou vertu magique. Il s'agit de ce miracle élémentaire que nous reconnaissons dans le spectacle des étoiles et le pouvoir de notre conscience. C'est donc la présence du Te qui fait la différence entre de simples griffonnages et l'écriture blanche d'un Mark Tobey, laquelle tire expressément son inspiration de la calligraphie chinoise. Il n'est jamais question avec ces artistes de peinture giclant au hasard ou de pinceaux échappant au contrôle de la main, car leur originalité et leur goût transparent dans la grâce, peut-être un équivalent du Te, avec laquelle ils tirent leur tracé, même lorsque le sujet n'est autre que le tracé lui-même. L'authentique génie dont font preuve les artistes zen japonais et chinois dans leur maîtrise du hasard va plus loin que la simple découverte d'une beauté accidentelle.
mais tient dans cette faculté qu'ils ont d'exprimer, dans le domaine de l'art, qu'il existe un point extrême d'où il apparaît que tout est bon, et que toutes les choses manifestent une seule et unique qualité. Se contenter de choisir au hasard une forme quelconque pour la fixer dans le cadre revient à faire une confusion entre les domaines de la métaphysique et de l'art au lieu de les exprimer l'un par l'autre. Ceci dit, j'aimerais ajouter à la décharge de tous ceux qui compliquent leur zen, qu'ils soient beat ou square, qu'il n'y a pas de mal à cela non plus. Quand on est passionné de zen, nul besoin de prétendre le contraire. Quand on veut passer quelques années dans un monastère japonais, pourquoi ne le ferait-on pas ? Et si on aime s'amuser à sauter sur les trains de marchandises ou à se plonger dans Charlie Parker, pourquoi pas ? Après tout, chacun fait comme il veut. Dans le paysage du printemps, il n'y a ni mieux ni pire. Les blanches fleuries poussent naturellement, qu'elles soient longues ou courtes.